Bonjour à toutes et tous. J'ai préféré vous faire une capsule pour cette séance puisqu'il m'a semblé que ce serait plus clair et plus facile pour vous de la suivre. Alors j'ose espérer que vous la suivrez. Nous entrons dans une nouvelle séquence consacrée à la poésie et particulièrement à la poésie de la Renaissance. Pour vous, il va s'agir avant tout d'acquérir quelques connaissances sur la poésie, certes, mais aussi d'aborder véritablement l'exercice du commentaire, chose que je vous avais promise, puisque je vous avais dit que vous seriez initié à la fois à la dissertation et à la fois aux commentaires. Voici le programme que vous avez donc sous les yeux. Je me suis concentrée sur la thématique suivante, à savoir beauté et laideur en poésie à la Renaissance, sachant que normalement on est censé travailler de la poésie du Moyen-Âge au XVIIIe siècle. J'ai fait le choix, puisque ça m'est permis, de vous proposer de travailler uniquement sur la poésie de la Renaissance, puisque c'est une période qu'on n'aura pas du tout vue et qui vous sera peut-être utile l'année prochaine. Donc dans un premier temps, vous allez voir, c'est ce qu'on va faire lors de la première séance, celle que vous allez du coup entendre. Je vais vous faire découvrir le contexte artistique et particulièrement le rapport au corps, puisque ça va être important par rapport à la notion du blason, puisque c'est une forme de poème qu'on va étudier ensemble. De fait, du coup, vous devrez vous approprier les règles du blason. Ce que vous allez apprendre à faire, évidemment, ça va être faire émerger la compréhension d'un texte, puisque comme je vais vous former au commentaire littéraire et que l'objectif du commentaire littéraire, c'est de faire apparaître sa compréhension, son interprétation d'un texte, ça me semble important, du coup, de rendre cette compétence apparente et évidente pour vous. De ce fait, on va dissocier ensemble ce que c'est que comprendre et interpréter quand on se reverra. Vous devrez du coup fournir des interprétations, les justifier avec des relevés et des relevés que vous analyserez. Évidemment, c'est un rythme de travail et sur les textes qu'on a déjà expérimenté, donc ça ne devrait pas vous surprendre. Ensuite, je vais vous apprendre à organiser votre travail sous la forme d'un plan, puisque vous verrez qu'un commentaire littéraire, c'est ni plus ni moins qu'un travail de lecture, puis un travail d'organisation et donc d'argumentation. Et donc de ce fait, vous allez apprendre à comprendre le principe du commentaire littéraire. En langue, je vous ferai réviser autant que je le pourrai les règles de versification. Évidemment, on verra les notions de registre, parce que c'est très utile pour travailler en commentaire. Quelques figures de style, vous verrez, ce sera très évident et très facile. Et je vous ferai voir les propositions subordonnées relatives au détour de nos textes. De manière ponctuelle, puisque je vais vous faire travailler par groupe et que je viendrai voir chacun d'entre vous, je vous proposerai de vous donner mon point de vue sur vos travaux d'interprétation et sur vos mises en plan. Attaquons la séance 1. Voici la séance 1 que vous devez avoir en main normalement. Il va s'agir de découvrir le XVIe siècle pour se préparer à lire des poèmes de l'époque, puisque c'est pas si évident en lecteur du XXIe siècle de se plonger dans la littérature du XVIe. Avant de démarrer la séance, je souhaiterais vous montrer tout de suite ce que je souhaite que vous fassiez en travail dans vos écrits d'appropriation. Donc rendez-vous au verso de cette feuille. D'abord, qu'est-ce que c'est que la Renaissance? Je voudrais d'abord vous expliquer que la Renaissance, pour nous, Français, démarre à partir de 1492, à savoir la découverte de l'Amérique. En fait, pour certains autres, pour d'autres pays, la Renaissance va démarrer bien avant, notamment en Italie, puisqu'on dit que la Renaissance démarre avec le Quattrocento, c'est-à-dire en 1400. Donc un siècle avant nous. Donc pour nous les Français, la Renaissance démarre davantage avec les grandes découvertes, 1492 étant la découverte de l'Amérique. Voilà. Il y a des spécialistes qui font démarrer la Renaissance bien avant, mais je vais me passer de tout détail à ce sujet-là. Donc vous, sur votre carte mentale, vous devrez noter que la Renaissance démarre en 1492, soit à la fin du XVe siècle. Autrement dit, le siècle qui est concerné par la Renaissance à la française, c'est le XVIe siècle. Ensuite, les grands événements qui marquent l'époque sont, je vous l'ai indiqué,
les grandes découvertes, donc notamment la découverte d'un nouveau monde, qui est la découverte des deux Amériques, mais aussi des îles, les îles Caraïbes, et donc des nouveaux peuples qu'on va découvrir. C'est un sacré choc pour les gens à la Renaissance, hein, de découvrir que en fait l'Europe n'est pas le centre de la Terre, hein, bien loin de là. Et ça va remettre en cause ce qu'on appelle l'ethnocentrisme, c'est-à-dire cette vision de notre culture à partir de nous-mêmes et non pas à partir d'autres cultures. On croyait que nous étions la seule référence humaine et donc culturelle de la Terre. Voilà. C'est aussi un siècle qui va remettre en cause l'Église et la religion, puisqu'on va voir apparaître ce qu'on appelle un schisme dans la religion, c'est-à-dire une division de la religion judéo-chrétienne, c'est-à-dire que les chrétiens vont se diviser en deux écoles, on va appeler ça comme ça, deux courants. Le courant catholique qui appartient à l'Église et à la papauté, et puis le courant protestant qui, lui, va en fait regarder l'Église catholique d'un mauvais œil parce qu'ils estiment que l'Église catholique, entre autres, hein, c'est une des remarques, se fait de l'argent sur ses croyants en fait, et manque de rigueur à ce titre et de transparence. Donc le schisme qui va avoir lieu entre protestants et catholiques va scinder les populations en deux parties, et en France c'est le début de ce qu'on appelle l'intolérance religieuse, puisqu'on va chasser les protestants, ce qui va créer au milieu du XVIe siècle ce qu'on appelle les guerres de religion. Autre remarque, on va découvrir des manuscrits antiques qui vont nous revenir de l'Orient. Et ces manuscrits antiques vont nous faire découvrir des textes et des auteurs qui datent de l'Antiquité, ce qui va engendrer un regain pour l'art et la culture gréco-latine de l'Antiquité. Donc c'est pour ça que par exemple quand vous observez des tableaux ou même des poèmes de la Renaissance, on retrouve ce goût pour l'époque antique et on y fait largement référence. C'est le cas notamment quand vous regardez le tableau de Botticelli, donc qui est un peintre italien. Donc vous voyez qu'ici on est vraiment dans le Quattrocento puisque on est en 1484, vous voyez, donc 15e siècle. Eh bien, avec la naissance de Vénus, on a clairement une référence à une déesse grecque, ici Aphrodite, Vénus. Et donc, du coup, on a ce rapport à l'Antiquité. D'accord ? L'art y fait référence. La Renaissance aussi réfléchit de nouveau à la place de l'homme, puisqu'on se rend compte que en redécouvrant notamment les manuscrits ou en découvrant tout simplement des nouveaux pays, on découvre que la Bible n'est pas si près de la vérité, et on se dit que l'homme peut être un vecteur de vérité. Et donc on reconsidère la place de l'homme comme un moteur dans le savoir. Et du coup, l'homme passe au premier plan, notamment dans l'art et dans la peinture. C'est la raison pour laquelle on voit des représentations de l'homme et plus forcément des représentations uniquement des saints dans la poésie ou dans la peinture de l'époque. Donc l'intérêt, la focale va légèrement changer. On va s'intéresser davantage à l'homme, l'humain, avant de s'intéresser à la religion. On estime aussi que l'homme est le vecteur principal du savoir. Maintenant, je voudrais que vous compreniez que l'art a une importance majeure au XVIe siècle, puisqu'elle est l'art et notamment la langue l'art poétique sont liés à l'évolution de la France comme nation.
En effet, avec le roi François Ier, que l'on a au début du siècle, François Ier décide de faire entrer la France dans la Renaissance et la France, du coup, va gagner une unité territoriale. Alors, comment elle gagne une unité et une force territoriale, notamment en reconsidérant ses frontières, puisque François Ier va être un des rois qui va se lancer dans des conquêtes, notamment dans les guerres d'Italie. Donc, en fait, le territoire français va se redessiner et va s'agrandir. Mais surtout, ce que je voudrais que vous entendiez, c'est que, en fait, la France va gagner une unité linguistique. Or, qu'est-ce qui fait une nation? C'est l'unité linguistique, c'est-à-dire la langue qui nous unit les uns les autres. Avant le XVIe siècle, on avait quantité de patois qui étaient parlés en France, si bien qu'un Français du Nord et un Français du Sud se comprenaient à peine. Avec François Ier, va être signé ce qu'on appelle l'édit de Villers-Cotterêts, et c'est un édit, c'est-à-dire un décret, si vous préférez, qui va légiférer sur le fait que la langue nationale et la langue qui va être parlée dans les administrations, la langue qui va servir à écrire des papiers officiels, ce sera le français. D'accord? Et donc, du coup, on va unifier notre langue, ce qui va unifier en quelque sorte le peuple français. De la même manière, pour faire rayonner cette langue, François Ier décide et confie une mission aux poètes français qui sont Pierre de Ronsard, Joachim de Bellay, ou encore Étienne Jodelle, ou encore Jacques Pelletier-du-Mans, bref, les auteurs de la Pléiade. Il leur confie la mission, à travers la poésie, de faire du français une langue aussi noble que le latin ou l'italien qui rayonne vraiment à l'époque, puisque l'Italie a fait sa renaissance avant nous. Si bien qu'on va se retrouver à devoir produire des œuvres d'art, alors que ce soit en peinture, mais aussi en poésie, des œuvres d'art faisant concurrence aux œuvres italiennes, afin de faire rayonner la langue française. Puisque vraiment dans l'idée de François Ier, c'est de montrer que le français est une langue noble, à l'image des grandes langues grecques, latines ou italiennes. Ce qui fait que du coup, on va essayer d'imiter avec la langue française des formes typiquement italiennes, notamment le sonnet, qui est une forme poétique très connue, constituée de 2 quatrains et de 2 tercets. De la même manière, il y a des formes typiques comme le blason qui vont être mises au goût du jour et investies par les auteurs français. Donc tout au bas de cette page-là, vous devez voir que vous avez 2 écrits d'appropriation. Un écrit, il va s'agir de vous remettre en forme ce que je vous aurais expliqué, sachant que je vous conseille fortement dans ce cours-là d'avoir un petit brouillon pour préparer votre écrit d'appropriation au fur et à mesure que vous écoutez la capsule, ça va vous aider. Et donc dans ce premier écrit d'appropriation qui repose vraiment sur le cours, je vais vous demander avant dans votre carnet de me créer une page de garde rapide sur beauté et laideur à la Renaissance, blason et contreblason. Ensuite, vous changez de page, vous démarrez le premier écrit d'appropriation qui portera le titre La Renaissance en un clin d'œil. Et du coup, je vous propose de faire sous la forme d'une carte mentale un résumé du cours que vous allez avoir là à l'instant, en rappelant la période de la Renaissance, à partir de quand ça commence pour vous, les événements majeurs et les missions que l'art a vis-à-vis du pouvoir à l'époque. Dans un deuxième temps, vous aurez un autre écrit d'appropriation à fournir qui reposera sur la fin de ce cours-ci, puisque je vous demanderai sur une autre page du coup de m'indiquer le titre à la découverte d'un blason, d'écrire le terme blason sur cette page-là, d'inscrire la définition de ce que c'est qu'un blason. Et dans un deuxième temps, je vous demanderai de lire le blason sur lequel on va travailler en classe et de réécrire 2 citations qui vous semblent intéressantes à commenter. Donc vous devrez me proposer un commentaire avec les interprétations qui vont avec. On partira de là pour élaborer le travail d'apprentissage du commentaire. Voilà. Donc en fait, vous avez 2 écrits d'appropriation. Le premier, je vous conseille fortement d'avoir un brouillon pour prendre en note ce que je vous dis. Rendez-vous du coup au recto de cette page.
Donc, si je récapitule pour vous et pour votre caractéristique, vous pouvez déjà noter que la Renaissance à la française démarre en 1492 et que ça concerne principalement le XVIe siècle, que les caractéristiques de la Renaissance, c'est d'abord le choc de la découverte d'un nouveau monde, et puis ensuite le schisme religieux auquel on assiste. On peut aussi noter l'importance des arts, et notamment des arts à la française pour faire du français et de la France des symboles d'une force politique et d'une influence dans l'Europe. Vous pouvez aussi vous noter, ça je l'ai oublié, c'est typique de la Renaissance, que l'imprimerie va faire son entrée, ce qui va permettre de diffuser les manuscrits antiques qu'on avait découverts. Voilà pour votre caractéristique. Maintenant, lançons-nous dans le blason. C'est important que vous maîtrisiez la notion du blason, puisqu'en fait, les poèmes que je vais vous proposer à l'étude pour vous initier aux commentaires composés sont des blasons. Voilà. Donc, le blason, une forme poétique entre le Moyen-Âge et la Renaissance. D'abord, vous sachiez que le blason, avant tout, c'est un très court poème qui se fait à la louange d'un objet quelconque, souvent d'une personne quand même, dont on célèbre les vertus singulières, c'est-à-dire qu'on va célébrer les atouts d'une personne. À l'origine, c'est Marot, un auteur du Moyen-Âge et de la Renaissance après, qui va inventer le blason, notamment avec le blason du beau tétin. C'est lui qui vraiment devient le fondateur, puisque c'est lui qui va le populariser. Ça devient donc un genre littéraire à succès, avec des auteurs comme Sèvres ou Marot. Ce qui est symptomatique du blason, c'est que souvent le blason renvoie à une partie du corps. Et qu'à partir d'une partie du corps, on fait une description détaillée, ce qui permet soit de faire l'éloge d'une personne, c'est-à-dire un blason, soit d'en faire la satire, auquel cas on a affaire à un contre-blason. Pour votre entraînement aux commentaires littéraires dans les séances à venir, vous devez savoir que nous, on va travailler sur le blason du beau tétin, qui est écrit par Marot en 1536, et que ce blason du beau tétin a son répondant satirique, à savoir le blason du laid tétin, en fait, qui est un contre-blason. Le blason du beau tétin va décrire la beauté de la femme, vous allez le voir, et notamment au travers une partie de son corps, tétin, renvoyant au sein. Pour votre deuxième écrit d'appropriation, qui est un écrit de découverte personnelle, j'aimerais que vous reteniez dans la définition du blason que d'abord c'est un poème, un type de poème qui émane du Moyen-Âge, mais qui connaît un succès à la Renaissance, que vous listiez éventuellement les poètes qui lui ont donné son succès, comme Marot ou Sèvres, Maurice. Et en caractéristique, que vous notiez qu'il s'agit d'une description qui renvoie à une personne. Cette description, c'est la description d'une partie du corps, généralement, et qu'on peut aussi écrire un blason qui est un éloge, mais on peut aussi écrire un contre-blason qui, au contraire, est une satire.